Après la fin de l'art colonial, toute une génération d'écrivains nord-africains s'est retrouvée face à un dilemme. Un dilemme quasi impossible. Dans les prochaines minutes, on explore ensemble leur quête d'une voix qui leur soit propre. Notre point de départ, c'est la préface de cette anthologie, publiée en 1985. 20 ans après une première édition, son directeur, Albert Memmi, a dû carrément revoir sa propre définition d'un monde littéraire qui était en pleine transformation. Alors, allons-y. Au cœur de tout ça, il y a ce que Memmi appelle une angoissante interrogation. C'était la grande question à laquelle ces écrivains devaient faire face. Une question qui touchait à l'essence même de leur identité. Pour bien comprendre, il faut se replonger un peu dans le contexte. On est au milieu du 20e siècle. Partout en Afrique du Nord, les mouvements de décolonisation prennent de l'ampleur et le monde entier commence à porter attention. Toute cette agitation politique, ça a piqué la curiosité du monde entier. Soudain, on se demandait, mais qui sont les peuples du Maghreb? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Et c'est là que ça devient intéressant. Pour répondre à cette question, une nouvelle génération d'écrivains a émergé. Leur mission, c'était d'offrir une perspective humaine, une voix qui allait bien au-delà de la politique ou de la stratégie militaire. Ils voulaient raconter la vie. On arrive maintenant au nœud du problème, au conflit central pour ces auteurs. L'outil même qu'ils utilisaient pour s'exprimer, la langue française, c'était l'héritage direct du pouvoir colonial. Imaginez la crise d'identité. L'imaginaire de ces auteurs, leurs histoires, leurs personnages, tout ça était profondément africain, mais ça s'exprimait en français. Alors, à quelle grande famille littéraire appartenait-il? C'était pas clair du tout. Il faut vraiment saisir à quel point leur position était difficile, presque intenable. Ils avaient le sentiment, à ce moment précis d'histoire, de ne pas avoir d'autre langue littéraire possible pour se faire entendre. Cette phrase de Memmi, elle dit tout. Elle résume parfaitement leur dilemme. Parce qu'écrire en français, c'était utiliser la langue de l'autre. Et ça venait avec un énorme sentiment de culpabilité. Un besoin constant de se justifier. Ces paradoxes, ils n'étaient pas juste théoriques. Il a mené à des questions très concrètes quand est venu le temps de créer les premières anthologies. Comment est-ce qu'on classifie ces auteurs? Qui inclure? Qui exclure? Au début, dans les années 60, la solution que Memmi et son équipe ont trouvée, ça a été de faire 2 livres. 2 volumes bien distincts, séparés selon l'origine. D'un côté, les auteurs autochtones. De l'autre, les auteurs d'origine française qui vivaient au Maghreb. Mais ce qui est fascinant, c'est l'évolution de la pensée. 20 ans plus tard, Memmi va lui-même dire que cette première séparation était dommageable et même injuste. Pourquoi? Parce qu'elle passait à côté de la réalité humaine du Maghreb qui était beaucoup plus complexe que ça. On passe maintenant à l'idée, à la percée intellectuelle qui a tout changé. C'est ce qui a permis de penser à une nouvelle classification, une classification beaucoup plus inclusive. Memmi va donc adopter une nouvelle définition de la francophonie. Pour lui, ce n'est plus un simple outil de la colonisation. Non, ça devient une communauté linguistique mondiale. Le français n'appartient plus à la France, c'est un bien commun partagé. Et ça change tout. En voyant le français comme une langue monde, les écrivains maghrébins pouvaient enfin se l'approprier avec beaucoup plus de liberté. Ils n'avaient plus, comme le dit Memmi, à constamment prendre leur distance avec la France pour prouver leur authenticité. Pour vraiment comprendre ce conflit intérieur, il n'y a pas de meilleur exemple que Jean Amrouche. Sa vie, son œuvre, tout en lui incarne cette dualité qui a marqué tout le mouvement littéraire. Regardez son parcours, c'est assez parlant. Il est né en Algérie, il a été éduqué en Tunisie, il a fait carrière en France, tout en jouant un rôle politique majeur pendant la guerre d'Algérie. Il était littéralement un pont entre 2 mondes. Cette citation-là, elle est célèbre et elle résume parfaitement ce qu'il vivait, cette dramatique dualité, ce sentiment d'appartenir à 2 cultures en même temps, une expérience que tellement d'autres ont partagée. Sa vie, au fond, elle représente le coût humain de cette double culture. Il a essayé de réconcilier ce qui semblait irréconciliable. D'ailleurs, on a dit de lui qu'il a supporté cette crucifixion jusqu'à en mourir. C'est puissant. Pour conclure, Memmi lui-même nous rappelle que toute tentative de classification, c'est par définition un exercice incomplet. Une anthologie, ce n'est jamais un miroir parfait de la réalité, c'est un choix. Memmi est le premier à l'admettre. Son anthologie, c'est juste une grille de lecture. C'est la pointe de l'iceberg d'un univers littéraire beaucoup plus riche qui inclut les traditions orales, les œuvres en arabe, en kabyle et j'en passe. Et c'est peut-être ça la grande leçon philosophique à retenir. Essayer de mettre l'art ou l'identité dans des petites boîtes, ça va toujours être une simplification. C'est un choix, une proposition, mais jamais le portrait complet. C'est une belle leçon d'humilité face à la complexité de la culture. On va se laisser sur cette question.
Une question qui nous fait réfléchir, je pense, aux implications plus larges de l'identité, de la langue, de la narration. Surtout dans notre monde actuel, un monde super connecté où les frontières culturelles sont de moins en moins claires. Qui a le dernier mot? La question reste ouverte.